Ciao à tutti, salut les amis, comment allez-vous en ce mercredi 7 mai? Le compte à rebours est parti le sablier d'ici le 31 mai, puisqu'il y aura une finale de Ligue des Champions, la deuxième en 3 ans pour l'Inter. Vidéo pour revenir au lendemain de cette soirée, de cette nuit historique, magique peut-être. Je vous montre la une de la Gazzetta. Il y a une semaine, je vous avais accueilli avec celle du Mondo Deportivo qui avait dit Mamma Mia pour ce match aller qui avait été incroyable entre l'Inter et Barcelone, à Montjuïc, à Barcelone. Ce 3-3, eh bien, ils ont réussi à aller encore au-delà. Les 22 acteurs, les 30 acteurs, je ne sais pas combien que les remplaçants, le staff, bref. Ils nous ont offert une soirée d'anthologie, très clairement ce 4-3, et surtout le scénario. Je vais pas revenir là-dessus, forcément, il y a eu plein d'analyses qui ont été faites. Je voulais partager avec vous davantage mon ressenti, puisque j'ai vécu aussi bien l'aller que le retour donc, au stade. Donc l'aller déjà, je vous en avais parlé la semaine dernière sur ce même canal, sur cette même chaîne YouTube, avait été assez fort déjà d'un point de vue des émotions, bien sûr, mais alors ce match retour avec un stade San Siro. Parfois, on en fait beaucoup sur San Siro, sur le côté historique, sur le côté la bulle San Siro, cette ambiance qui ne se retrouve pas ailleurs. Je ne sais pas si elle se trouve ailleurs ou pas. En tout cas, c'était très clairement une ambiance des grands soirs, le stade qui était complètement plein, bien sûr, 75 000 personnes. D'ailleurs, même les supporters de Barcelone ont donné de la voix et ont donné une belle ambiance aussi avant le match, même si l'alcool était interdit dans les principaux points de la ville à Milan ce mardi, en prévision un petit peu de l'afflux important des Catalans en ville. Malgré tout, il y avait une belle ambiance, bien chaude. Ils ont réussi à trouver de la bière, notamment un petit peu partout, ça se sentait. Mais bref, à part ça, donc très très grosse ambiance forcément, et ce climat très très électrique dès le début du match, qui a accompagné une première mi-temps de l'Inter qui, vraiment, moi je l'ai trouvé remarquable, puisque oui, il y a la possession, d'accord, qui a été tout le match en faveur de Barcelone, comme au match aller, et c'est pas une surprise, Barcelone de toute façon a le ballon, t'impose de toute façon de subir. Mais la façon avec laquelle l'Inter a su subir et surtout a su profiter de ses opportunités, avec ce but d'une très très belle action et conclu par Lautaro, et on reviendra sur Lautaro dans quelques instants. Et puis ensuite ce penalty qui a été cherché, ce même Lautaro est transformé par Çalhanoğlu. Mais c'était toute une équipe qui était vraiment en mode combat, vraiment très très organisé et qui était à la hauteur du rendez-vous, puisque il faut, et c'est sûrement le plus dur dans ce genre de match, c'est répondre au présent et répondre au présent pendant tout au long du match. La première mi-temps a été selon moi parfaite de la part de l'Inter, puisqu'ils ont concédé très très peu au final, seulement une opportunité au Barça. La seconde période a été beaucoup plus compliquée. On a senti une équipe de l'Inter qui physiquement a commencé à caler, et le Barça qui a pris le dessus. Il y a eu ces deux buts rapidement, un petit peu comme à l'aller. Et là, forcément, au niveau de l'ambiance, ça s'est un petit peu éteint. Moi, le premier, je me disais, mais comment cette équipe de l'Inter qui a bout physiquement, qui a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à 100%, Thuram qui serre les dents, qui a la cuisse strappée, Lautaro qui s'est blessé au match aller, qui n'était pas apte pour jouer, mais infiltration, bandage, et il a été sur le terrain et comme un capitaine a répondu présent, et a fait, au-delà du but et du penalty, a fait un énorme match aussi au niveau de l'intensité, au niveau de l'engagement, au niveau de l'exemple. Pendant 70 minutes, il a donné tout ce qu'il a pu. Et ensuite, il a laissé sa place à un très bon Taremi, il faut le préciser aussi, je le dis tout de suite, puisque j'ai été assez dur assez souvent avec Mehdi Taremi sur sa saison jusqu'ici, qui n'a pas été bonne, à part le but en Supercoupe contre le Milan. Pour le reste, c'est une saison très très décevante de sa part. Et aussi parfois dans l'implication, je trouvais que dans ses entrées, notamment contre le Bayern, en quart de finale retour, je l'avais trouvé mou au niveau de l'entrée, du pressing, alors que toute l'équipe était vraiment carbo, très clairement physiquement, et lui, je trouvais qu'il n'avait pas aidé ses coéquipiers. Au contraire, ce mardi soir, il a fait une excellente entrée. Il offre le but avec sa passe en retrait à Davide Fratesi, le but du 4-3, mais c'est surtout dans l'implication, dans les efforts collectifs. Il a fait un gros travail de repli. Il allait sur le côté gauche pour fermer sur Yamal. Il a fait de très très bonnes choses. Donc voilà, bravo Mehdi Taremi, bravo Davide Fratesi pour son but. Et après le deuil et la perte de sa grand-mère et de sa nonna, on savait, il était très très proche. Et il a perdu il y a quelques semaines. Et voilà, il y a aussi ce petit clin d'œil qui est beau aussi, effectivement, pour Davide Fratesi.
l'autre héros de la soirée, Francesco Acerbi. Qu'est-ce qu'il faisait là, Francesco Acerbi, dans la surface avec ce but d'attaquant, hein, parce que lui, il est gaucher, il frappe du droit, il le met de façon imparable. C'est incroyable. Et c'est un petit peu un symbole lui aussi. C'est ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est Fratesi qui a une saison compliquée et qui met le but du 4-3. C'est Taremi qui fait une mauvaise saison, un petit peu à l'image des recrues. Et Zielinski aussi d'ailleurs, moi je trouve a fait une bonne entrée. J'ai vu des notes pas forcément très très hautes pour lui. Puis je trouve qu'au milieu de terrain, il a pris la place de Regista de Çalhanoğlu et je trouve qu'il était très très bien lui aussi dans l'implication, dans le travail, dans la récupération des ballons. Il a vraiment fait une entrée très très propre. Piotr Zielinski, donc à noter aussi. Mais voilà, Fratesi qui est plutôt en difficulté cette saison et qui marque le but du 4-3. Comme Taremi, donc je vous disais, qui fait le meilleur match très clairement de sa première saison en Nerazzurro au moment où il faut le faire. Et puis Francesco Acerbi, c'est le joueur dont personne ne voulait il y a 3 ans. Le joueur qui a été blessé pendant 3 mois et qui, moi le premier, je me disais, mais il n'est plus apte en fait à jouer à haut niveau. Merci pour la finale de Ligue des Champions contre Haaland, merci pour la saison passée, le but lors du derby Scudetto, tout ce qu'on veut. Mais voilà, 37 ans, il arrivait en fin de course et il faut penser à l'avenir. Et même en janvier, j'espérais qu'un défenseur central arrive. Et au final, il fait encore une fois un gros match, Francesco Acerbi. Et puis, comme un symbole, lui le vieux, lui que personne ne voulait à part Simone Inzaghi, lui qui a une carrière avec des hauts et des bas aussi pour des raisons de santé. Mais ce but qui relance complètement les choses parce que l'Inter a été mené 6 minutes dans cette double confrontation. C'est peu 6 minutes. Le problème, c'est que c'était les 6 dernières en fait du match retour. Et comme il y avait eu 3-3 au match aller et que là il y avait 3-2, tu sortais en ayant été mené 6 minutes. Et lui, à la dernière minute du temps additionnel, il met ce but du 3-3 qui sort très clairement l'Inter de l'enfer pour ressusciter l'Inter. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu aussi, au niveau du stade aussi, il y a même des gens qui sont partis à 3-2 et j'étais assez choqué parce que même des gens qui étaient peu importe l'anneau auquel tu te situes, en fait, que tu aies payé ta place 100, 200, 300, 400, 500, 600 euros, 3000 euros au marché noir, peu importe, tu es en train de vivre un match historique et toi tu sors à la 85e en te disant hey, comme ça je vais éviter un quart d'heure de bouchon ou 20 minutes de bouchon. C'est le karma a frappé en quelque sorte, mais c'est hallucinant de voir des choses comme ça. Mais bon, bref, c'est une petite parenthèse par rapport à l'ambiance. Le stade en tout cas était assez éteint à 3-2 et Acerbi a rallumé complètement San Siro pendant la prolongation. De nouveau, il y avait un enthousiasme fou. Et après le but de Fratesi, ça chantait. Il y avait un mélange de joie, de peur, de fatigue, parce que tout le monde était un petit peu au bout du rouleau. Imaginez les joueurs qui, eux, ont joué entre 60 et 120 minutes selon les joueurs, mais même les gens, en fait, dans le public était fatigué, en fait, quasiment à minuit, comme ça, après avoir vécu tout ça, tous ces changements de scénario. Il y avait vraiment ce mélange assez beau, en quelque sorte. Donc voilà. Juste pour vous dire aussi au niveau des individualités, un petit mot sur Yann Sommer qui a fait un match stratosphérique. Moi, au niveau des notes, je lui ai mis 9,5. Alors j'ai peut-être un petit peu gonflé les notes, il y a un petit peu l'enthousiasme d'une demi-finale de Ligue des Champions, mais quand tu assistes à un match historique, sûrement restera dans l'histoire donc, de la Ligue des Champions, parce que oui, ce qu'il faut pour rester dans l'histoire, c'est gagner. Oui, bien sûr, tu restes dans les livres d'histoire, tu as gagné la Ligue des Champions en 2025, oui. Mais ce Inter-Barcelone et cette double confrontation, ces 210 minutes d'Inter-Barcelone, très clairement, on en parlera, en tout cas pour les passionnés de football, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Il suffit de voir que ça va bien au-delà, en fait, des supporters des tifosi de l'Inter et du Barça. Toutes les réactions en France, en Angleterre, en Allemagne, de la part aussi des personnes en dehors du milieu du foot. Il y a pas mal de... Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile, mais beaucoup d'artistes même qui ne sont pas pour l'un des deux clubs et qui se sont émerveillés pour cette rencontre, parce que c'était de l'art en quelque sorte, cette rencontre. C'est ce moment où le football quitte sa bulle. Je parlais de bulle San Siro tout à l'heure, qui quitte cette bulle du football pour aller vraiment dans la société, pour toucher un petit peu tout le monde. Et je vais vous dire une dernière petite chose un peu plus personnelle, d'ailleurs qui m'a aussi touché, puisque ma foi footballistique
ma fede est assez connue, aussi bien par des gens de mon entourage, bien sûr, par des amis, par des collègues ou ex-collègues, ou par même des gens sur les réseaux. Et je pense que j'ai reçu plus de messages, en fait, entre hier soir, 23h30, et ce matin, là j'enregistre à midi, que pour mon anniversaire, en fait. C'est voilà, beaucoup de gens, certains que j'avais pas entendu, vu depuis 2 3 ans, m'envoyer un message en disant incroyable l'Inter, je suis content pour toi, t'étais au stade pour l'interrogation, ça devait être incroyable. Enfin voilà, des petites pensées qui touchent, parce que c'est même des gens, encore une fois, certains ne sont même pas pour l'Inter, certains ne s'intéressent pas forcément au foot, certains supportent un club qui sont, entre guillemets, contre l'Inter, Juventini, Milanisti, donc c'est beau. C'est beau aussi, et c'est encore là où on voit ce côté universel du football et universel de cette rencontre, qui permet de nourrir la passion, qui permet, j'en suis sûr, aussi de passionner des plus jeunes, puisque souvent on parle de la séparation, en fait, entre le football et son public plus jeune. Et il faut ce genre de match qui soit vu par le plus grand nombre. En Italie, c'était un match qui était diffusé en clair, donc qui a été vu par des millions de personnes. Et c'est important, parce que ce genre de match, il fait rêver les enfants par rapport au football, et qui maintient encore, qui nourrit cette passion. Moi, je me souviens des matchs de Ligue des Champions lorsque j'étais adolescent. En France, sur TF1, c'est ce genre de match qui m'ont fait vraiment ancrer ma passion. Et on a tous besoin de vivre des Inter-Barcelone comme cela, 7-6, assez incroyable. Il y a eu des erreurs défensives. Oui, Barcelone avec la ligne à 50 mètres, Barcelone, Flick qui fait rentrer Lewandowski à la 90e, alors qu'il aurait dû sûrement faire rentrer un milieu défensif ou un défenseur pour conserver le 3-2. Oui, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs de l'Inter aussi, parce que Yann Sommer, s'il est homme du match, c'est parce qu'il y a eu des failles. Mais le football est aussi fait d'erreurs, et lorsque l'on est public, tout simplement, on s'en fout un peu des erreurs. Ce qu'on veut, c'est vibrer, ce qu'on veut, savoir ce genre de scénario. Et même si le football normal, entre guillemets, c'était le plus des 1-0 ou des 0-0, des matchs beaucoup plus calculateurs, on aura peut-être ça ce mercredi soir entre le PSG et Arsenal. Et ça fait partie du foot, et il y a aussi une beauté du football. Et là, on parlera un peu plus tactique, on parlera un peu plus détail, on parlera coup de pied arrêté, on parlera toutes ces choses-là. Et c'est très bien, et c'est très intéressant, et je suis le premier à aimer ça. Mais avoir des parenthèses de beauté comme cela, et avoir la chance de les vivre au stade, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Je vais terminer cette vidéo, qui sera aussi à retrouver un podcast sur Canal Inter, avec quelques questions que vous avez posées justement sur les réseaux de Canal Inter. Je les reprends. Je vais commencer par la question avec la Beneamata, que je salue. Est-ce que la finale perdue en 2023 peut-elle être dans les têtes et nous faire déjouer la peur de reperdre? Alors, c'est une possibilité, et bon, je ne suis pas dans le vestiaire, donc je ne peux pas répondre de façon catégorique. Je pense que la question sera posée à Simone Inzaghi et à ses joueurs d'ici le 31 mai. Je ne pense pas. Je pense au contraire, cette finale perdue a été un petit peu le départ de ce parcours. C'est un groupe qui, en 2023, arrive en finale, pas dire par hasard, mais c'est pas prévu en fait. C'est trop tôt dans la construction du groupe, mais il profite, c'est vrai, d'un tableau Porto, Benfica, Milan abordable. Tu n'affrontes pas des mastodontes européens. Tu affrontes des très bonnes équipes, notamment contre Porto, tu passes ric-rac, tu souffres. Mais on va dire, à chaque fois, tu es plus ou moins favori, ou en tout cas, voilà, tu as plutôt de la chance au tirage, donc tu te retrouves en finale. Et en fait, c'est un groupe qui, même s'il y a des joueurs d'expérience qui ont gagné, c'est quand même un groupe qui à la base est assez jeune. Et donc, il rate pas sa finale, parce que l'Inter, si vous vous en souvenez, fait une finale qui va au-delà des espérances. Guardiola en parle encore régulièrement en disant que lui, sa Ligue des Champions gagnée, ça se joue à une tête de Lukaku. Donc, et le fait qu'il contre Di Marco, ces deux actions-là. Donc, l'Inter fait une excellente finale, mais l'Inter, à ce moment-là, sûrement n'était pas encore mûr. Ce groupe n'était pas encore mûr. Parce que s'il y a eu beaucoup de changements l'été suivant au niveau de ce groupe, ça a surtout été des changements au niveau des remplaçants. Parce que si vous regardez le 11 titulaire à Istanbul et le 11 titulaire ce mardi soir, en fait, il y a 8 joueurs qui sont, enfin 7-8 joueurs, parce que Darmian était remplaçant ce mardi soir, mais tu as une ossature très clairement qui part d'Acerbi, Bastoni, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries,
Di Marco, Lautaro, tout ça, c'est une ossature à laquelle on peut rajouter Mkhitaryan qui était blessé lors de la finale à Istanbul et qui revenait de blessure et qui donc avait joué seulement les dernières minutes de cette finale. Je vous parlais de Darmian. Voilà, il y a De Vrij. Il y a une base, très clairement, auxquelles sont venus s'ajouter Yann Sommer, qui est un gardien, j'en parlais avant, d'une très très grande expérience. Thuram, qui a apporté aussi un enthousiasme, une fraîcheur dans ce groupe, et qui, au-delà des efforts, encore une fois, qu'il a fait pendant 120 minutes, où il s'est dépouillé de façon incroyable, même pendant la prolongation, il faisait des courses, enfin, c'était vraiment beau à voir, parce que lui aussi, pas à 100% physiquement, donc très 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 fort ce qu'il a fait. Mais donc c'est une ossature en fait qui a grandi, qui après cette déception finalement, mais cette aussi fierté acquise à Istanbul, il y a eu le Scudetto donc de la deuxième étoile gagné avec un très très beau parcours où c'était l'objectif de la saison. Et là on sent que ce groupe en fait, et on sait que c'est un petit peu, est-ce qu'on peut appeler ça The Last Dance ou pas, je sais pas, mais si du côté de Barcelone par exemple, Yamal après disait bon mais voilà la déception, mais Yamal il a 17 ans, les Pedri, les Rafinha, tous ces joueurs là, les Koubarsi, ils ont des années, des années, des années pour gagner la Ligue des Champions avec Barcelone. Alors bien sûr, peut-être que ça n'arrivera jamais, mais potentiellement ils ont tous les ans, ils seront dans les favoris, donc ils pourront la regagner ensemble. Lewandowski, peut-être, ça va être un petit peu plus limite, mais pour les autres, voilà. Du côté de l'Inter, non, ils savent. Les Acerbi, les Mkhitaryan, ces joueurs-là, Sommer, cette base-là de joueurs, ils savent que c'est peut-être sûrement leur dernière chance de la gagner. Et donc, on a senti, on en a souvent parlé dans les vidéos, dans les podcasts. On avait l'impression que les joueurs avaient choisi la Ligue des Champions au détriment du championnat. Je ne pense pas que consciemment ils aient fait ça, mais très clairement, dans les confrontations directes contre la Juve, lors des derbys contre le Milan, lors des matchs même contre le Napoli, il n'y avait pas ce sens du sacrifice, cet état d'esprit en plus que l'on a vu contre le Bayern, que l'on a vu contre le Barça, puisque si je parlais du parcours de 2023, parlons de ce parcours-là, qui va oser cette fois-ci dire ah mais l'Inter ne mérite pas sa place en finale. Tu as éliminé le Bayern en gagnant à Munich et tu as mené 2-0 à Barcelone. Et là, tu as été arraché cette qualification. Oui, tu as la réussite des épisodes, c'est vrai, tu passes les deux fois proche de l'élimination. Mais les deux fois, tu as fait déjouer, tu as mis en grande difficulté une équipe qui va être championne d'Allemagne. Ça se joue à. Enfin, c'est fait. Il leur manque un point, même si au niveau du goal average, c'est fait. Donc, il est champion d'Allemagne. Et une équipe qui est en passe, en tout cas. On va voir quand ils vont se remettre de ces 120 minutes avec le Classico ce dimanche. Mais le Barça qui est en passe de faire le triplé national Supercoupe, Coupe du Roi et Championnat. Donc ce sont des énormes équipes. Et l'Inter, je vous le rappelle encore une fois, oui, l'argent, 14e au niveau des recettes européennes. Masse salariale inférieure au Borussia Dortmund. Faut le rappeler aussi ces choses-là. Malgré tout aussi, puisque ça semble une normalité en fait que l'Inter fasse 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Mais non, c'est anormal en fait. Ce n'est pas la Juve des années Allegri où lui aussi fait 2 finales en 3 ans contre le Barça et le Real. Et il les perd les 2 fois. Non, l'Inter est moins forte, a moins de moyens. Même s'il y a un dénominateur commun qui s'appelle Beppe Marotta, à chaque fois, qui fait des bons coups au niveau du mercato, des coups à zéro, qui sait construire des effectifs justement expérimentés avec des joueurs et de talent et des bons soldats. Mais voilà, c'est que l'Inter se retrouve 2 fois en finale en 3 ans, ce n'est pas normal. Et donc, je veux terminer là-dessus aussi. Simone Inzaghi, qui à chaque match nul est à virer par des gens qui savent tout mieux que d'autres, qui ont les analyses parfaites, qui mesurent le nombre de centimètres et le nombre de secondes qu'il passe, ou de minutes qu'il passe en dehors de sa zone technique, enfin toutes ces choses-là. Simone Inzaghi a construit un groupe avec des moyens limités. Il en a fait comme une voiture réglée parfaitement. Le problème, c'est que oui, parfois quand il manque un joueur, ça va un peu moins bien, parce que on le sait, ça peut manquer de profondeur. On le sait, ça manque de dribbleurs. Cet effectif a des limites. Mais il a construit un groupe qui se veut vraiment du bien, qui s'aime, et ça se voit. Les larmes de Di Marco à la fin du match, dans les bras de Barella, toutes ces choses-là, on voit que c'est vraiment un groupe qui est uni. Et c'est aussi en grande partie le mérite de Simone Inzaghi, qui est un très très grand entraîneur.
Je pense que maintenant, dans toute l'Europe, c'est un fait, mais qui est aussi un très très grand homme. Voilà. Et là-dessus, je le dis maintenant avant qu'il gagne la Ligue des Champions, je pense que j'ai déjà dit, ou qu'il ne la gagne pas, peu importe, d'ailleurs le 31 mai bien sûr. Mais je le dis maintenant, j'ai sûrement déjà dit dans des vidéos, mais cette qualification en finale, même si à chaque fois on l'a vu encore être poussé par ses joueurs pour sauter sous la courbe, il a tout de suite montré les joueurs à chaque interview. Il parle de ses joueurs, du groupe, il ne se met jamais en avant, contrairement à d'autres qui parlent de miracles lorsque eux gagnent. Lui non, lui il met en avant son groupe. Et donc voilà, c'est aussi sa victoire, même s'il se met un petit peu de côté et très 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 heureux pour lui qu'il puisse vivre une deuxième finale en 3 ans, qu'il puisse donc avec ses joueurs, pourquoi pas prendre une revanche et essayer d'aller la chercher. Ce qui m'amène à l'autre question qui m'a été posée 3 fois. Fab sur Instagram notamment, il y a aussi je crois que c'était Nero Blue sur Twitter, et une troisième personne sur X, et une troisième personne que j'ai oubliée, enfin bref. En gros, la question, c'était sur le côté que l'adversaire serait le plus joueur pour l'Inter. Est-ce qu'il vaut mieux jouer Arsenal ou le PSG? Alors, si vous regardez la finale après mercredi 23h, vous avez déjà la réponse. Et bien, et puis Nerobu d'ailleurs qui rajoute, est-ce que c'est le match le plus incroyable depuis 2000? Oui, pour moi, oui. C'est le match le plus incroyable, oui, très clairement du siècle pour l'Inter, oui. Je pense que ça va au-delà même de 2010, puisque le scénario est encore plus fou. Et que, alors certes, le Barça de l'époque, c'est un Barça qui sort d'une saison où il avait tout gagné, il y avait Messi, il y avait tout ce qu'on veut, mais l'Inter est aussi plus forte à l'époque. Donc là, c'est pour le scénario, je pense que c'est le match le plus fou, le plus incroyable. Alors, pour terminer, PSG, Arsenal, bon, de toute façon, ce sont deux équipes qui aiment avoir le ballon. Le PSG, c'est peut-être un petit peu le Barça un peu plus équilibré, qui défend pas comme à la plage à 50 mètres de son but. Donc forcément, sur le papier, en plus, c'est une équipe, le PSG, qui semble la plus en forme physiquement d'Europe depuis 2-3 mois maintenant. On a vu contre Liverpool, c'était assez impressionnant. Et depuis, on a l'impression qu'ils ont peu décliné, avec l'avantage d'un championnat où ils ont pu aussi bien gérer leurs forces et un effectif jeune. Donc je pense que le PSG, d'un point de vue athlétique, physique, pourrait vraiment mettre en difficulté. Luis Enrique a déjà gagné la Ligue des Champions avec le Barça, donc il a aussi cette expérience-là. Le groupe, il y a beaucoup de jeunes, donc pour beaucoup ce serait une première finale de Ligue des Champions, donc à voir comment ils pourraient l'aborder, cela, sachant qu'au niveau du PSG c'est tellement une attente de gagner cette Ligue des Champions qu'il y aurait forcément un poids. Alors favori, pas favori, on s'en fout sur une finale, mais bon, ça peut peser au niveau des têtes de certains joueurs malgré tout de se retrouver dans une finale, ce qui serait la deuxième du PSG après 2020. Pour Arsenal, j'ai l'impression que c'est une équipe qui finit la saison un petit peu plus difficilement. On verra ce mercredi soir, qu'il y a eu pas mal de blessés. On verra comment sera l'effectif aussi fin mai. Il y a eu un match en phase de ligue entre l'Inter et Arsenal. Victoire 1-0 de l'Inter sur un penalty de Çalhanoğlu, mais c'était une équipe un peu mixte de l'Inter. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais sur Saka, c'était la doublette Darmian-Bissek à gauche, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Ils avaient été très bons d'ailleurs, mais c'était une équipe un peu mixte, voilà, où il y a eu pas mal de turnover, donc ce serait forcément on ne peut pas servir de cette rencontre comme pour juger en fait de la capacité des deux équipes. C'est sûr qu'Arsenal, c'est très fort sur coup de pied arrêté comme l'Inter, inventé souvent des combinaisons assez spectaculaires, mais voilà, on verra. Moi, j'ai pas forcément de préférence. Bon, c'est sûr qu'un Inter PSG, bon, étant né en France et vivant en Italie, à Milan, forcément, ce serait quelque chose peut-être d'un point de vue purement personnel, un petit peu plus intéressant. Bon, mais voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai oublié plein de choses. Par exemple, j'ai oublié que l'Inter a déjà pris plus de 130 millions d'euros sur cette Ligue des Champions. C'est le record historique pour un club italien. Qu'avec les recettes de la finale, qu'avec les recettes du mondial des clubs, ça va faire du 200-220 millions d'euros de seulement sportifs. Vous rajoutez la Serie A, vous pourrez rajouter 80-90 millions d'euros, bref. Ce sera la saison de tous les records d'un point de vue des entrées sportives. Merci qui, je ne vous dis pas son nom. Après, je vais encore me prendre des critiques. Et voilà que l'Inter est donc pour le moment première au ranking UEFA aussi. C'est pas un titre non plus, mais bon, ça montre le beau parcours
cette saison. Une petite chose en plus qui vient s'ajouter. Et voilà. Tout ce que j'ai oublié d'autre, on en parlera dans les prochaines vidéos, parce que j'ai déjà fait très 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 long, même si le sablier n'est pas terminé, mais il doit tenir jusqu'au 31 mai. On verra. Oui, alors pour les places aussi, je sais que vous allez souvent m'en parler très certainement, je vous répondrai avec plaisir sur les réseaux. C'est pas encore sorti bien sûr, ça va sortir dans les prochains jours. Il y a 2 ans, l'Inter avait mis en vente d'abord pour les abonnés en privilégiant les historiques. Je me souviens plus, c'était 5 ou 10 ans d'ancienneté. Voilà, ils avaient créé ce système plutôt de méritocratie, ce qui était plutôt une chose plutôt intéressante. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Le canal de Cédric sur YouTube, Canal Inter, Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Je vous remontre cette une, pourquoi Inter Mythica, parce que ce journal, je ne l'ai acheté pas pour moi, c'est pour ça qu'il n'est pas ouvert. C'est pour Giuliano. Si tu reviens de vacances, Giuliano, je te le... Voilà. Que ce soit à Milan ou à Munich, on verra où on se retrouvera, mais voilà. Profite bien de tes vacances, j'assure toujours le job pendant ce temps. Et puis nous, on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.